Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024, un événement d'une gravité incontestable a troublé la quiétude de la commune de Boukoumbe. Et pour cause, des individus malveillants ont tenté d'attenter à la vie de M. Ndakwago Aldo Caliste, maire de la dite commune. Cet acte odieux, ourdi dans l'ombre des dessins les plus vils, a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de l'ordre. En effet, les limiers de la police républicaine, alertés depuis quelques jours déjà d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Boukoumbe, avaient pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité de l'autorité communale et sa demeure. C'est ainsi qu'à la faveur d'une surveillance discrète et d'une protection renforcée, les forces de l'ordre ont contré avec bravoure et détermination l'attaque pernicieuse ourdie par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la police républicaine, embusqués pour la circonstance au domicile du maire. S'ensuivit alors un affrontement armé marqué par une fusillade au cours de laquelle les forces de l'ordre firent preuve de sang-froid et d'un professionnalisme inébranlable, parvenant ainsi à neutraliser deux individus mal intentionnés. Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité, M. Ndakwago ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessein ourdi contre leur personne. La battue effectuée la même nuit a permis de découvrir un sac contenant des talismans et des pièces d'identité de certains citoyens connus des services de police. Après les constatations d'usage par l'infirmier-major de l'hôpital de zone de Boukoumbe, les deux corps ont été déposés à la morgue de Natitengu. La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête et les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel. L'enquête minutieuse diligentée permettra d'élucider les tenants et les aboutissants de ce complot et d'en identifier les commanditaires. Telle est donc, mesdames et messieurs, la substance de ce point de presse que j'ai voulu donner ce jour pour cet incident. Je vous remercie. Dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la ville de Cotonou, il y a le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Et c'est déjà en cours. Quand ça va s'achever, nous allons dire adieu à l'inondation. Environ 96 km de voies urbaines ont été aménagées. 34 km de collecteurs ont été construits. 35 bassins aménagés pour la réception des eaux pluviales. Et ce n'est pas fini. Il y a eu la construction de 46 km de collecteurs primaires. Parce qu'il y a collecteurs dans collecteurs. Il y en a qui ont des dimensions plus importantes. Et il y a les primaires. Il y a 90 km de collecteurs secondaires et caniveaux latéraux dans les rues pour le drainage des eaux pluviales. L'aménagement et le pavage, 49 km de rues dans tout Cotonou, et l'aménagement de 7 bassins de rétention. La présentation qui a été faite et aussi les questions qui ont été posées reflètent vraiment
ce qui a été fait dans Cotonou. Parce que il y a 2 ans, il y a 3 ans, surtout en 2016, quand on venait en campagne ici, il y a des questions qu'on entendait toujours. Et je n'ai pas entendu ces questions. Programme d'assainissement pluvial. C'est le premier programme sur lequel nous avons travaillé à Cotonou, ici avec le président Talon. Les pluies ont commencé, je n'ai pas entendu de questions sur là-dessus. Ça montre que nous avons fait un petit progrès. Et je veux vous promettre que d'ici 2026, quand il y aura la pluie ici, il n'y aura plus de d'inondation à Cotonou. Je n'ai pas entendu de questions sur l'école. Je n'ai pas entendu de questions sur la santé. C'est parce que là aussi, il y a des progrès. Nous avons entendu la question de la présidente que j'ai saluée tout à l'heure sur le marché de Saint-Michel. Et le ministre lui a dit, marché et a dit exactement l'idée de Bruno Mendeléo. Donc il y aura un nouveau marché à Saint-Michel. Mais c'est parce qu'on a fait les autres marchés qu'elle sait qu'on va faire son marché aussi. En 2016, on restait ici des jours, peut-être des fois une semaine sans électricité. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. J'ai parlé d'inondation tout à l'heure à Cotonou. Il y a des quartiers ici à Cotonou, malgré ça, il n'y avait pas d'eau potable. Aujourd'hui, dans tout le 16e, toute la 16e circonscription, donc depuis la 7e jusqu'à la 13e, il y a de l'eau pratiquement dans tous les quartiers. Il y a une question importante que je n'ai pas entendue, ni des émigrants, ni des jeunes qui ont parlé. C'est la question de l'emploi, le travail, l'emploi. Et je suis venu vous dire que c'est la priorité numéro 1 de notre gouvernement. Comment on va faire pour que les jeunes gens, les jeunes filles, ceux et celles qui sont encore à la maison aient du travail? Là aussi, nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Glodibé, il y a déjà plus de 12 000 jeunes qui travaillent là-bas, à la zone économique spéciale. D'ici la fin de l'année, il y aura 35 000 jeunes qui vont travailler là. Et dans 10 ans à peu près, c'est près de 300 000 jeunes qui vont travailler là. Donc nous allons poursuivre cette dynamique et nous serons en mesure de dire à tous ces jeunes-là qui attendent à la maison, vous aurez du travail. Par ailleurs, il rassure que d'ici à 2026, les conditions de vie des citoyens seront encore meilleures. Je suis venu ici surtout pour vous dire que tout ça qui a été fait d'ici 2026, ça va être encore meilleur. On peut parler également de l'autre décision du dernier Conseil des ministres afférente à la création d'un fonds d'investissement et de garantie pour les micro, petites et moyennes entreprises. En quoi ce modèle-là également est différent de ce qu'on a connu dans un passé récent? Voilà la dernière image que François Xavier laisse à ses proches. Rappelé à Dieu suite à un accident de circulation survenu dans la nuit du dimanche au lundi, c'est ici à la mosquée centrale de Zongo que sont dites les dernières prières sur la dépouille du disparu en présence de sa famille biologique et celle professionnelle. Suivra ensuite le départ de François dans une voiture qui n'est pas la sienne vers une demeure qui non plus n'est pas la sienne mais restera la dernière. C'est avec un visage triste et rempli d'amertume que ses confrères de la presse béninoise font l'éloge de François. Je retiens de Xavier un homme très calme, très patient et très coopératif. Toutes les fois où j'ai eu l'occasion de travailler avec lui ou de le solliciter, ça a toujours été avec enthousiasme, son calme olympien et en même temps celui-là qui est prêt à vous servir et à vous aider. En tout cas, je n'ai jamais eu de refus venant de lui, même sur des situations les plus difficiles. Il te dit, Dada, je vais voir. Et après, on a la solution. À l'endroit de la famille biologique, je voudrais dire beaucoup de courage. C'est difficile
déjà pour nous qui sommes de sa famille professionnelle, et j'imagine que la douleur est encore plus grande pour sa famille biologique. J'avoue que c'est un triste événement que nous vivons depuis quelques heures. Apprendre la nouvelle de la mort de François, ça nous a tous dévastés. François, c'était un ami, c'était un confrère. Je me rappelle de ses invitations à participer à son émission du dimanche, à savoir le Duel. Une émission à laquelle je participais régulièrement, surtout dans les années 2020-2021, surtout. Et c'est quelqu'un qui inspirait beaucoup par son professionnalisme, par sa solidarité, par son hospitalité. Je me rappelle qu'à chaque fin de l'émission, il m'invitait dans son bureau à prendre du café et on faisait un débriefing donc, de l'émission que nous venions donc de tourner. Pour moi, vraiment, c'est un triste événement et nous devons juste avoir en mémoire ce qu'il a laissé comme héritage, comme bonne action, comme humanisme, comme amitié, véritablement. Je retiens de François Xavier quelqu'un qui sait être frère au vrai sens du terme. Il est de façon maladive préoccupé par le bon état des relations humaines. Il est très fin et très passionné par son travail. La dernière invitation qu'il m'a faite, il m'a écrit à Pétor, j'ai écrit une chronique, il dit « Excellent écrit, mais mon problème c'est que tu sois là ce soir. » Et il me dit « Ah, ce que je veux c'est que tu dises oui. » Et je lui ai dit « Mon frère, je serais venu volontiers. Tu es un frère, ton directeur c'est un frère, E-Télé c'est ma maison, mais je suis au village chez ma mère parce que ma santé a pris un coup et au-delà des produits pharmaceutiques, je dois être avec la vieille pour les tisanes. » Il m'a dit « Je comprends. » Le lendemain, il m'écrit « Comment ça va ?» Il se préoccupe de vous comme si vous êtes vraiment la meilleure personne pour lui. Et vous remarquez qu'il fait la même chose pour beaucoup d'autres personnes. Et quand il veut faire son travail, je ne le vois jamais fatigué. Tant que le travail l'appelle, il est présent. Il y avait sans doute beaucoup à faire, mais François n'est plus. Il y avait des rendez-vous à honorer, mais Xavier n'est plus. Que feront désormais les amoureux du grand soir et du dimanche, c'est politique. Va, François, et repose en paix. La justice sierra-léonaise a eu la main lourde contre 11 personnes, reconnues coupables de trahison notamment dans le cadre de ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État en novembre 2023 contre le régime de Freetown. Le meneur de l'insurrection Amadou Koïta Makalo a été condamné à 182 ans de prison pour trahison. Il a aussi été reconnu coupable de meurtre et coup de feu avec intention de tuer. Cet ancien garde du corps de l'ex-président Ernest Bai Koroma était connu pour ses critiques contre l'actuel président sierra-léonais Julius Maada Bio. Les 10 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 30 à 112 ans. Inculpé en janvier dans le cadre de cette affaire, l'ancien président Bai Koroma s'était vu accorder un congé de maladie. La recherche de survivants s'est poursuivie mardi, au lendemain du glissement de terrain qui a fait au moins 229 morts dans le sud de l'Éthiopie. Le bilan s'est considérablement alourdi par rapport au chiffre initial de 55 morts et il inclut de nombreuses personnes qui avaient tenté de secourir les survivants, selon les autorités locales qui ajoutent que de nombreux sauveteurs sont toujours portés disparus. De fortes pluies ont déclenché la catastrophe dans le district isolé de Kesho-Sacha-Gozdi lundi en Éthiopie. Et depuis, c'est une véritable course contre la montre pour retrouver des survivants. Les autorités locales indiquent que des enfants et des femmes enceintes figurent parmi les victimes et qu'au moins 5 personnes avaient été sorties vivantes de la boue. Les recherches se poursuivent dans la région
Selon Kassaoun Abaine, chef du bureau de communication de la zone de Gofa, zone administrative où se sont produites les coulées de boue. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison des pluies en Éthiopie, une saison qui a débuté en juillet et qui devrait durer jusqu'à la mi-septembre. La police ougandaise a arrêté des dizaines de personnes qui tentaient de manifester mardi contre la corruption dans leur pays. Les manifestants entendaient marcher en direction du Parlement dont la présidente est accusée de corruption. La mobilisation a tourné court, la police veillant au grain dans plusieurs quartiers de la capitale. Le déploiement a vraiment affecté la participation des manifestants parce que dans le passé, ces manifestations pacifiques ont tourné à la violence à cause de la présence de la police. Nous nous attendions donc tous à ce que la plupart des gens ne viennent pas à cause de la peur et de l'intimidation qui est toujours évidente dans les rues et du fait aussi que plusieurs rues ont été bloquées. Des obstacles ont entravé la marche vers le Parlement. L'initiative a été inspirée par le vent de la contestation qui souffle au Kenya, les deux pays ayant en commun plusieurs mots. Nous nous inspirons d'autres pays comme le Kenya qui a récemment organisé des manifestations qui se poursuivent contre des problèmes similaires aux nôtres. La liberté n'est pas un événement, elle ne s'acquiert pas en un jour, alors nous continuons à nous battre et à faire ce que nous pouvons, bien sûr, dans les limites de nos obligations légales. Le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié les manifestations de rue d'intolérables et a averti leurs organisateurs dans une allocution télévisée qu'ils jouaient avec le feu. Dans la capitale du Kenya, des manifestants se sont opposés à un groupe pro-gouvernemental ce mardi, conduisant à des violences alors que les forces de l'ordre ripostaient avec des gaz lacrymogènes. La police reste les bras croisés et laisse ses hommes de main perturber nos manifestations et semer le chaos. Pourtant, lorsque nous manifestons en paix, nous sommes battus et tués. Pourquoi la police ne lance-t-elle pas de grenades lacrymogènes sur ces voyous? Si c'était nous, ils nous auraient gazés. Les manifestations contre le projet de loi de finances et de nouvelles taxes sont entrées dans leur 5e semaine. Les Kenyans appellent désormais à la démission du président Ruto. Tout ce qui se passe aujourd'hui continuera à se passer parce que nous sommes restés silencieux. Quelqu'un a dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais qu'il sera détruit par les bonnes personnes qui observent et ne font rien. Au moins 50 personnes sont mortes et 413 autres ont été blessées depuis le début des manifestations le 18 juin. Des militants et des groupes de la société civile accusent la police de violence à l'égard des manifestants. En visite à Port-au-Prince, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé une aide humanitaire de 60 millions de dollars à Haïti. Ce pays des Caraïbes est empêtré dans une crise sécuritaire et humanitaire depuis des années. Par ailleurs, des véhicules blindés seront mis à la disposition de la force multinationale soutenue par l'ONU et dirigée par le Kenya afin d'aider la police haïtienne à lutter contre la violence généralisée des gangs. Ces bandits contrôlent aujourd'hui jusqu'à 80% de la capitale et des zones environnantes. Ces ressources seront allouées avant la fin du mandat du président Joe Biden en janvier 2025, a tenté de rassurer la diplomate américaine lors de sa rencontre avec le gouvernement de transition conduit par Gary Coney et les responsables de la police kenyane. Cette aide américaine qui s'élève désormais à plus de 165 millions de dollars pour cette année devrait permettre d'assurer une sécurité alimentaire, fournir des abris aux déplacés, améliorer les services d'eau et d'assainissement et permettre aux Haïtiens d'avoir beaucoup plus de liquidités afin d'acheter des biens de première nécessité.
Le Hamas et le Fatah ont annoncé mardi la signature à Pékin en Chine d'un accord d'unité nationale. Le document ouvre la voie à la formation d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale alors que les couteaux sont tirés entre les deux partis palestiniens depuis 2007. Aujourd'hui, alors que nous signons un accord pour l'unité nationale, nous disons que le moyen d'achever ce voyage est notre unité nationale. Et donc, nous y adhérons. Nous ne laisserons rien qui puisse saper cette unité nationale et prions pour qu'elle se matérialise. Cette nouvelle donne intervient dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas, conflit qui a transformé Gaza en champ de ruines, alors qu'Israël exclut toute autorité dans l'enclave palestinienne, incluant le Hamas. Vous avez vu le grand mouvement de foule dans les capitales européennes pour soutenir la droite palestinienne. Vous avez vu 143 pays dans le monde, à l'Assemblée générale, soutenir les droits des Palestiniens. Vous avez vu les décisions de la Cour suprême de justice, de la CPI. Tout cela nous donne l'espoir qu'il y a des gens dans ce monde qui recherchent la justice. Le Hamas et le Fatah avaient déterré la hache de guerre après l'annulation des élections législatives remportées par le Hamas en 2007. À l'issue du conflit fratricide meurtrier, le Hamas avait pris le contrôle de Gaza, le Fatah ne contrôlant plus qu'une partie de la Cisjordanie. Les États-Unis sont-ils prêts pour une femme présidente? La récente annonce de Joe Biden de se retirer de la course présidentielle a changé la donne. Kamala Harris est devenue la figure centrale du Parti démocrate et pourrait affronter Donald Trump en novembre. Si elle gagne, elle deviendra la première femme présidente des États-Unis. Kamala Harris a brisé les barrières pour devenir la première femme noire à occuper le poste de vice-président. La première femme à occuper le poste de vice-président et la première femme de couleur à occuper le poste de vice-président. Ce sont des caractéristiques intéressantes pour un grand parti. Elle est certainement beaucoup plus jeune que l'actuel président et l'actuel candidat à la présidence des Républicains. Elle a 59 ans, elle est très jeune. Elle a de l'énergie et elle est pétillante. La route vers la nomination démocrate n'est cependant pas sans obstacle. Certains appellent à une mini-primaire pour envisager d'autres candidats. Selon la professeure Barbara Perry, le genre pourrait représenter un défi plus important que la race pour Kamala Harris. Il y aura des défis dans ce pays concernant le genre, car je pense que cela constitue désormais un obstacle plus important que la couleur, car cette dernière a été franchie par Barack Obama. Aux États-Unis, nous n'avons eu que des présidents masculins, même en remontant à notre premier président, le père de notre nation, George Washington. Ce modèle masculin et paternel persiste et j'espère que les États-Unis parviendront à surmonter cette situation pour élargir les candidats éligibles et gagnants à la présidence des États-Unis, car c'est une fonction trop importante pour exclure la moitié de la population américaine. Bien que bien placée pour succéder à Joe Biden, la candidature de Kamala Harris ne sera officialisée qu'après le vote des délégués démocrates lors de la convention du parti du 19 au 22 août. La directrice des services secrets américains jette l'éponge. Kimberly Tittel a annoncé mardi sa démission. Elle n'aura donc pas survécu à la tentative de l'assassinat contre Donald Trump. Lundi, lors de son audition au Congrès, elle a reconnu l'échec de ses équipes pendant les événements du 13 juillet. Ses jours à la tête des services secrets ne tenaient d'ailleurs plus qu'à un fil. Alors que des voix appelaient déjà à son départ et à l'ouverture des enquêtes sur la façon dont le tireur a pu s'approcher si près de Donald Trump lors d'un rassemblement de campagne en Pennsylvanie. Kimberly Tittel dirigeait les services secrets américains depuis août 2022. En 2023, près de 40 millions de personnes vivaient avec le VIH, virus responsable du sida. Plus de 9 millions d'entre elles n'avaient pas accès au traitement.
Aussi, chaque minute, une personne mourrait-elle des suites du VIH dans le monde? C'est ce que révèle un rapport de l'ONU-SIDA publié lundi, signe que la lutte contre cette pathologie stagne. Notre rapport montre que les nouvelles infections mondiales par le VIH ne diminuent pas assez rapidement et que dans 3 régions du monde, au contraire, elles augmentent. Il s'agit de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et l'Amérique latine. Pourtant, des progrès en matière de traitement contre le VIH ont été salués. En guise d'exemple, des injections qui peuvent rester dans le corps pendant 6 mois sont disponibles, mais leur prix constitue un frein majeur. L'accès à ces préventions et traitements dont l'action s'installe dans la durée constituera une avancée décisive. Nous parlons maintenant de ce qui va changer la donne. Il pourrait transformer l'accès des pauvres, des populations clés, des homosexuels, des travailleurs du sexe, des jeunes femmes et des jeunes filles en Afrique qui seraient libérés de la stigmatisation et de la discrimination ou de leur peur d'être attaqués parce qu'on les voit prendre des médicaments quotidiennement. Il est urgent d'inverser la tendance alors que les dirigeants mondiaux se sont engagés à mettre fin à la pandémie de sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030.